Un jour, un serveur noir nourrissait deux orphelins et, 20 ans plus tard, un hélicoptère apparut devant sa maison. Le rugissement des rotors trancha le silence matinal comme un rasoir. Thomas Jefferson Santos, 45 ans, faisait la vaisselle dans l'évier de sa petite maison lorsque tout le voisinage s'arrêta pour regarder l'élégant hélicoptère noir atterrir juste devant son portail. Deux silhouettes élégamment vêtues en sortirent. Un homme grand, vêtu d'un costume impeccable, et une femme à la prestance noble se dirigèrent droit vers sa porte. Thomas sécha lentement ses mains. Une expression sereine s'installant sur son visage comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. 20 ans plus tôt. Thomas n'était qu'un simple serveur noir tentant de survivre au restaurant Golden Fork, un endroit chic où les clients ne le regardaient même pas lorsqu'il passait commande. À 25 ans. Il travaillait 2 fois plus dur que quiconque le matin comme concierge, l'après-midi et le soir comme serveur juste pour subvenir aux besoins de sa mère malade. Tout a commencé par une froide nuit de décembre. 2 enfants orphelins, un garçon et une fille de 10 et 8 ans, tremblants, se sont présentés à la porte arrière du restaurant. Thomas apprit plus tard qu'Ellie et Nina avaient perdu leurs parents dans un accident et vivaient dans la rue depuis des semaines. Ce que Thomas fit ensuite allait changer leur vie pour toujours. Il a commencé à leur apporter secrètement de la nourriture chaque soir. Mais Robert Manning, le chef blanc du restaurant, âgé d'une 50aine d'années et souffrant d'un complexe de supériorité, l'a découvert au bout de 3 semaines. « Vous pensez que c'est une soupe populaire ?» a-t-il crié en renvoyant Thomas devant tout le personnel. « Toi, homme noir ignorant. Tu devrais être reconnaissant d'avoir un travail au lieu de donner notre nourriture aux clochards. » Thomas est parti sans un mot. Mais a continué à nourrir les enfants avec le peu qu'il avait à la maison, jusqu'au jour où ils ont tout simplement disparu, emmenés par les services sociaux dans une institution éloignée. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, en regardant ces 2 élégantes silhouettes s'approcher, Thomas s'autorisa un sourire. Toutes ces années de petits boulots, sous-estimés et humiliés. Il avait gardé un secret que personne ne soupçonnait. Si vous vous demandez ce qui relie 2 enfants orphelins des rues et un hélicoptère atterrissant devant la porte d'un ancien serveur, préparez-vous à découvrir comment de petits actes de gentillesse peuvent déclencher des rebondissements que personne ne peut prévoir. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre changera complètement votre point de vue sur la vengeance et la justice. L'humiliation à la fourche d'or n'était que le début. Robert Manning ne s'est pas contenté de licencier Thomas. Il s'est assuré que toute la ville sache que le serveur gênant avait été surpris en train de voler de la nourriture. Les appels stratégiques aux restaurants concurrents ont mis Thomas sur liste noire partout. Comprenez cela à propos des gens comme lui, a expliqué Manning lors d'un déjeuner de club privé avec d'autres propriétaires. Donnez-leur un pouce, ils prendront 1 kilomètre. Je pensais qu'embaucher un noir était une bonne chose. Mais ils montrent toujours leur vrai visage. Pendant ce temps, Thomas parcourait la ville à la recherche d'un emploi, lavage de voitures, distribution de prospectus, conciergerie de nuit. Tout pour gagner quelques dollars. Sa mère, Madame Ruth, voyait son fils rentrer à la maison plus tard chaque soir, les vêtements sales et la fierté blessée. « Mon fils ?» murmura-t-elle en soignant ses blessures. Diabétique depuis des années, elle dépendait de Thomas pour tout. « Vous avez bien plus en vous que ce que cette ville peut voir. » Et elle avait raison. Ce que Manning ne savait pas, c'est que Thomas avait obtenu son diplôme avec mention en administration des affaires de l'université d'État. Il travaillait comme serveur non pas par manque d'options, mais parce qu'il avait besoin d'horaires flexibles pour s'occuper de sa mère. Pendant des années, il a gardé son diplôme dans un tiroir, acceptant que le monde le considère comme un travailleur jetable. Mais les enfants avaient réveillé quelque chose en lui. Même licencié et souvent affamé, Thomas a continué à apporter de la nourriture à Ellie et Nina. Il vendait des effets personnels, acceptait des petits boulots humiliants. Tout pour empêcher ses 2 enfants d'aller se coucher le ventre vide. Une nuit, alors qu'il transportait un sac de restes du nettoyage d'un mariage, Thomas entendit des voix familières provenant du club privé. Manning était sur la terrasse avec d'autres hommes d'affaires, buvant du whisky et riant bruyamment. « Tu vois ce serveur voleur qui continue de récupérer les restes comme un chien errant. » Ils ont pointé du doigt Thomas d'un air moqueur. « Je parie qu'il vend de la nourriture volée pour acheter de la drogue. C'est toujours pareil avec ce genre de personnes. » Thomas s'arrêta. Son sang bouillonnait. Il aurait pu traverser la rue, monter les marches de marbre et montrer à ces hommes qui il était vraiment.
Il aurait pu sortir son diplôme et le leur mettre sous le nez. Mais il pensait à Ellie et Nina, qui l'attendaient probablement dans la ruelle froide. Il prit une profonde inspiration, ajusta le sac sur son épaule et continua de marcher. Manning et ses amis rirent encore plus fort, interprétant son silence comme une soumission. Ils n'avaient aucune idée de l'erreur qu'ils commettaient. Ce soir-là, après avoir nourri les enfants, Thomas s'assit dans la petite pièce qu'il partageait avec sa mère et ouvrit un vieux cahier. Il commença à écrire des noms, des dates, des conversations qu'il avait entendues à la Fourche Dorée. Durant ces mois, il avait absorbé des informations précieuses sur des affaires douteuses, des fraudes fiscales et même des remarques racistes faites par des clients pensant qu'il était invisible. Un jour, murmura-t-il, tu découvriras que tu as sous-estimé la mauvaise personne. 3 semaines plus tard, Ellie et Nina ont tout simplement disparu. Thomas a cherché partout jusqu'à ce qu'il découvre qu'ils avaient été emmenés dans un orphelinat dans un autre état. Il a essayé de lui rendre visite mais cela lui a été refusé. Aucun lien familial. Aucun droit de visite. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Thomas comprit que la justice ne viendrait pas d'elle-même. Il devrait la construire de ses propres mains. Ce que ces hommes privilégiés ne comprenaient pas, c'est que chaque insulte, chaque porte fermée, chaque opportunité refusée forgeait quelque chose de bien plus dangereux qu'un serveur en colère. Ils étaient en train de créer un stratège qui connaissait leurs faiblesses mieux qu'eux et qui avait désormais toute la motivation du monde pour utiliser cette connaissance contre eux. Au cours des 2 années suivantes, tandis que Manning célébrait sa victoire sur le serveur problématique, Thomas construisait quelque chose qu'aucun d'entre eux ne pouvait imaginer. Travaillant 16 heures par jour à des emplois à peine vivables, il utilisait chaque minute libre pour mettre en pratique tout ce qu'il avait appris à l'université. Son carnet s'est transformé en feuille de calcul détaillée. Les conversations qu'il avait entendues révélaient une tendance inquiétante. Manning et ses amis du club privé n'étaient pas seulement racistes, ils étaient des fraudeurs endurcis. Des décennies de contrats gonflés, de salaires au noir et de manipulation de factures. Thomas avait des noms, des dates et des montants exacts. Sa mère est morte un mardi froid, lui tenant la main et lui murmurant « Ne te laisse pas consumer par la colère, mon garçon. Sers-toi de cette douleur pour construire quelque chose de plus grand. » Thomas lui a promis là, dans le lit d'hôpital public où ils ont attendu 6 heures pour être soignés, qu'il ferait exactement cela. Lors des funérailles de Madame Ruth, Thomas a rencontré le docteur Marcus Chen, un avocat fiscaliste qui avait été un camarade de classe de la mère de Thomas il y a des décennies. Chen, fils d'immigrants chinois, connaissait trop bien le goût amer des préjugés déguisés en normes professionnelles. « Ta mère m'a parlé de toi », dit Chen en lui tendant sa carte de visite. Elle a dit que tu avais le potentiel pour de grandes choses, mais que le monde essaie de te convaincre du contraire. Thomas a montré ses notes à Chen. L'avocat feuilletait les pages en silence, les yeux écarquillés à chaque révélation. « C'est une bombe fiscale », murmura-t-il. « Si la moitié de ce qui est dit est vrai. »« Tout est vrai », interrompit Thomas. « J'étais là quand ils ont parlé. Ils me croyaient invisible. » Chen ferma lentement le cahier. « Vous avez 2 options, remettre l'affaire aux autorités fiscales et espérer qu'elles enquêtent. Ou nous constituons un dossier tellement solide qu'elles n'auront d'autre choix que d'agir. » Pendant ce temps, Manning a étendu ses opérations. Il a acheté 2 restaurants rivaux. Suivant le même modèle, des employés majoritairement blancs au poste de direction, le reste au salaire minimum et des contrats fantômes. Son arrogance grandissait en même temps que son solde bancaire. « Tu as vu que le serveur voleur est maintenant concierge. » Manning rit lors d'un déjeuner d'affaires. Le karma fonctionne. Les gens comme ça doivent savoir où est leur place. Ce que Manning ignorait, c'est que le concierge nettoyait le bâtiment abritant son cabinet comptable 3 fois par semaine. Et pendant ces mois, Thomas a photographié des centaines de documents, copié des feuilles de calcul entières et enregistré des conversations compromettantes à travers des murs minces. Chen a été impressionné par la méthodologie de Thomas. « Tu aurais dû être détective », a-t-il plaisanté en classant les preuves dans des dossiers thématiques. Travail d'enquêteur professionnel. « J'ai eu de bons professeurs », a répondu Thomas, se souvenant de ses cours sérieux de méthodologie scientifique à l'université. La différence maintenant, c'est que j'ai une motivation personnelle. Le tournant est survenu lorsque Thomas a découvert que Manning prévoyait une expansion encore plus grande. Un réseau international de restaurants financé par des investisseurs mondiaux.
Le projet dépendait d'une image publique impeccable et de certifications gouvernementales rigoureuses. Maintenant ou jamais, dit Chen en tapotant la table dans son petit bureau. Si nous le laissons conclure ses contrats, il sera trop protégé pour attaquer. Thomas regarda par la fenêtre du bureau, observant l'agitation de la ville qu'il avait autrefois sous-estimée. À ce moment-là, il ne se sentait plus comme le serveur humilié d'il y a 2 ans. Sous la surface, il se sentait comme le stratège qu'il avait toujours été. Il pense qu'il m'a détruit, dit Thomas en se tournant vers Chen avec un sourire mêlant détermination et vengeance légitime. Il ignorait qu'il venait de me donner le temps nécessaire pour bien me préparer. Chen hocha la tête, reconnaissant dans le regard de son partenaire la même soif de justice qu'il avait animée tout au long de sa carrière. Il était temps de lui montrer qui jouait vraiment le jeu. Le plan était prêt. Les preuves méticuleusement organisées et les bons contacts identifiés. Thomas prit une grande inspiration, se rappelant les paroles de sa mère sur la transformation de la douleur en force et en croissance. Manning avait complètement sous-estimé le pouvoir d'un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. Pendant des mois, tout le monde n'avait vu qu'un concierge silencieux nettoyant des bureaux. Ce qu'ils n'avaient pas remarqué, c'est qu'ils observaient un stratège rassemblant des munitions pour une guerre dont Manning ignorait même le début. La première faille dans la confiance de Manning apparut un mardi de mars, lorsque son chef comptable l'appela, paniqué. « Monsieur Manning, il y a un contrôle fiscal ici. Il demande des documents des 5 dernières années. » Manning ajusta sa cravate italienne tout en contemplant la ville depuis son bureau au 20e étage. C'est la routine de Peterson. Nous sommes une entreprise solide. Montrez-leur nos comptes. Monsieur, ils ne demandent pas de documents officiels. Ils ont des copies de documents que je n'ai jamais vus auparavant, des feuilles de calcul détaillées. Des relevés de paiement qui ne devraient pas exister. Le sourire de Manning se figea. Que voulait-il dire par « ne devraient pas exister », ils étaient au courant pour les employés fantômes. Les contrats gonflés, et même pour ce compte offshore aux îles Caïmans que vous disiez ultra secret. De l'autre côté de la ville. Thomas était assis dans son modeste appartement à regarder les informations du matin lorsque son téléphone sonna. C'était Chen, qui contenait à peine sa satisfaction. Ça a commencé, dit-il simplement. Le fils a accepté notre plainte et a agi plus vite que prévu. Ils ont tout ce qu'il faut. Thomas ferma les yeux un instant, se souvenant de sa mère. Elle serait fière, murmura-t-il. Mais ce n'était que le début. Le procureur avait également été informé et l'inspection sanitaire avait reçu un dossier intéressant sur les conditions de travail au restaurant Manning. Le deuxième coup dur est survenu quelques jours plus tard. Manning était en réunion avec des investisseurs internationaux pour financer son expansion lorsque son assistante a fait irruption dans la salle de conférence, la panique dans les yeux. « Monsieur Manning, il y a des journalistes à la réception. Ils s'enquièrent des allégations de travail forcé et de fraude fiscale. Le journal local publiera un article demain. » L'investisseur principal, un Allemand sévère et renommé nommé Terschmitt, fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est, Manning ? Notre entreprise n'a rien à voir avec les opérations douteuses. Il doit s'agir d'un malentendu. » Balbu Manning sentit la sueur lui perler dans le dos. Probablement un ancien employé mécontent. Tu sais comment ça se passe. Mais lorsque le journal parut en kiosque le lendemain, il n'y eut aucun malentendu. L'article de première page était accompagné de photos, de documents et de témoignages détaillés. Le titre était accablant, un empire culinaire bâti sur l'exploitation et la fraude fiscale, la vérité sur les restaurants Manning. L'article révélait tout. Les employés noirs étaient payés 2 fois moins que leurs homologues blancs pour le même travail. Les conditions de travail étaient dégradantes et des systèmes élaborés d'évasion fiscale étaient en place. Mais le plus choquant fut un enregistrement anonyme où Manning déclarait clairement. Les Noirs doivent rester à leur place. Je les paie ce qu'ils méritent. Manning a appelé le journal, furieux. Où avez-vous trouvé ça? C'est un piège. C'est de la persécution. Monsieur Manning, répondit calmement le journaliste, nous disposons de dizaines d'heures d'enregistrement, de centaines de documents et des témoignages de 42 anciens employés. Souhaitez-vous réagir? La troisième fissure a tout brisé. Les investisseurs se sont immédiatement retirés. La banque a gelé les comptes des entreprises. 3 restaurants ont vu leur licence suspendue par les autorités sanitaires.
Les employés ont intenté des poursuites judiciaires massives. C'est lors d'une réunion d'urgence avec ses avocats dans une salle de conférence qui ressemblait désormais à une salle d'interrogatoire que Manning a reçu l'appel qui allait tout changer. Allô? Qui parle? Bonjour, patron, dit une voix calme et polie, avec une pointe d'ironie que Manning ne reconnut pas immédiatement. Qui est-ce? Thomas Jefferson Santos. Vous vous souvenez de moi? Le serveur voleur que vous avez viré il y a 3 ans parce qu'il nourrissait des enfants orphelins. Un long et pesant silence s'ensuivit. Les avocats observèrent Manning pâlir peu à peu. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était rauque. Comment as-tu eu ça? Comment as-tu eu toutes ces informations? Thomas sourit en regardant par la fenêtre de son nouveau bureau une petite maison. Tu pensais vraiment qu'un homme avec un diplôme en administration des affaires et d'excellentes notes resterait les bras croisés après avoir été humilié en public? Impossible. Tu es concierge. Oui, répondit Thomas. Pendant 3 ans, j'ai nettoyé des bureaux, y compris le bâtiment qui abrite votre service comptabilité. Savez-vous combien de conversations privées on peut entendre à travers les cloisons fines? Combien de documents restent sur les bureaux quand les invisibles nettoient? Manning sentit ses jambes faiblir. Il fit signe aux avocats de partir, mais ils hésitèrent, sentant que quelque chose d'important se passait. Vous avez enregistré des conversations privées. C'est un crime. Le crime consiste à frauder des millions de dollars en impôts. Le crime consiste à payer des employés noirs moitié moins que d'autres pour le même travail. Le crime consiste à créer un environnement de travail fondé sur l'humiliation raciale. La voix de Thomas resta calme. J'ai simplement documenté la vérité. Que voulez-vous? De l'argent? Je peux payer. Thomas rit doucement. Monsieur Manning, vous ne comprenez toujours pas. Je ne veux rien de vous, car j'ai déjà tout ce qu'il me faut. De quoi parles-tu? Vous voyez ce compte des îles Caïmans que vous croyez secret? Le fisc a déjà les relevés. Ces contrats gonflés avec des sociétés fantômes sont entre les mains du procureur. Et ces enregistrements où vous parlez de remettre les Noirs à leur place, ils viennent d'être diffusés sur toutes les chaînes de télévision locales. Manning a failli laisser tomber le téléphone. Cela me détruirait complètement. Non, monsieur Manning, dit Thomas fermement. Vous vous êtes détruit. Je n'ai fait que documenter le processus. À ce moment-là. Son assistant fit irruption dans la pièce, essoufflé. Monsieur Manning, les employés démissionnent en masse. Le syndicat est à nos portes et une équipe de télévision réclame une interview. Manning couvrit le téléphone avec sa main. Dis-leur que je ne suis pas là. Ils ont dit qu'ils avaient des enregistrements de vous et qu'ils les publieraient sans votre version si vous le préférez. Monsieur Manning? La voix de Thomas resta à l'autre bout de la ligne. Vous êtes toujours là. Pourquoi me fais-tu ça? Murmura Manning, vaincu. Parce que vous avez fait un choix il y a 3 ans. Vous avez choisi d'humilier un homme qui essayait de nourrir des enfants affamés. Vous avez choisi de répandre des mensonges à mon sujet pour m'assurer que je ne retrouve plus jamais un travail décent. Vous avez choisi de traiter les êtres humains comme des déchets jetables. Manning regarda par la fenêtre de son bureau et vit la foule rassemblée devant le bâtiment, caméras, micros, panneaux portant des mots qu'il ne pouvait déchiffrer de son point de vue. Mais dont il comprenait parfaitement le sens. Je n'étais qu'un homme d'affaires essayant de protéger son entreprise, et je n'étais qu'un fils essayant de prendre soin de sa mère malade. La différence entre nous, monsieur Manning, c'est que je n'ai jamais eu à marcher sur les autres pour obtenir ce que je voulais. Cet après-midi-là. Alors que les derniers employés quittaient le bureau avec leurs cartons remplis d'affaires, Manning était seul dans la pièce vide. Sa secrétaire avait démissionné par courriel. Son comptable avait disparu sans laisser de traces. Même le concierge de l'immeuble l'avait accueilli froidement. De l'autre côté de la ville, Thomas reçut un appel du réseau. Les investisseurs allemands souhaitaient lui parler. Ils étaient impressionnés par sa méthodologie d'enquête. Apparemment, il recherchait quelqu'un possédant ses compétences en audit interne. Thomas sourit, se rappelant les paroles de sa mère sur la transformation de la douleur en force. Manning avait tenté de briser son moral, mais n'avait fait que le rendre plus fort. Ce soir-là, les images de la chute de l'Empire Manning dominaient tous les journaux télévisés. Des employés faisaient des déclarations émouvantes sur des années de discrimination. Des experts expliquaient comment la fraude fiscale affectait les services essentiels.
Et au cœur de tout cela, une question sans réponse. Qui était la source anonyme ayant obtenu des preuves aussi accablantes? Manning. Qui observait depuis son appartement ou son manoir saisi par la banque le matin même savait exactement de qui il s'agissait. Le serveur qui l'avait viré comme un insecte était devenu l'artisan de sa ruine totale. Alors que Maniga contemplait les ruines de son arrogance, une question subsistait. La chute d'un empire bâti sur les préjugés pouvait-elle nous apprendre quelque chose sur le véritable prix de l'humilité? Et lorsque les cendres seraient retombées, qui sortirait véritablement vainqueur de cette guerre silencieuse menée dans l'ombre de l'injustice? 6 mois après la chute de l'empire Manning, Thomas était installé dans son nouveau bureau, non pas une maison de ville exiguë, mais un élégant penthouse dans le quartier financier de la ville. Le cabinet d'audit qu'il avait fondé avec Shen connaissait une croissance exponentielle, spécialisé dans les enquêtes sur les pratiques discriminatoires à l'embauche dans les grandes entreprises. Ironiquement, l'affaire Manning était devenue une étude de cas célèbre dans les écoles de commerce, illustrant comment une documentation méticuleuse et une patience stratégique pouvaient faire tomber des systèmes apparemment intouchables. Thomas donnait des conférences dans les universités, racontant toujours la même histoire: la meilleure vengeance n'est pas de détruire son ennemi, mais de construire quelque chose qu'il n'a jamais imaginé. Maniga, quant à lui, avait tout perdu. Ruiné. Sa réputation détruite, il travaillait désormais comme gérant de nuit dans une station-service de banlieue. Ses anciens amis des clubs privés le saluaient froidement lorsqu'ils le croisaient de temps à autre. Son arrogance avait cédé la place à une amertume silencieuse et à la certitude tardive qu'il avait gravement sous-estimé la mauvaise personne. La nouvelle de sa chute circulait depuis des mois. Des procès valant des millions, des enquêtes fédérales, et même une commission d'enquête sur la discrimination dans l'industrie alimentaire. Manning était devenu le symbole national de la manière dont les préjugés systémiques pouvaient détruire non seulement des vies innocentes, mais aussi les auteurs d'une telle injustice. Un jeudi ensoleillé, Thomas entendit le vrombissement des pales d'un hélicoptère. Il examinait des contrats lorsque son assistant fit irruption. « Monsieur Santos. » Un hélicoptère atterrit sur l'héliport de l'immeuble. « 2 personnes souhaitent vous voir. » Thomas sourit comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. 20 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'il avait vu Ellie et Nina, mais quelque chose au fond de lui avait toujours dit que leur chemin se croiserait à nouveau. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, il les reconnut immédiatement. Ellie était désormais une femme d'affaires accomplie, propriétaire d'une chaîne de restaurants éthiques employant spécifiquement des personnes socialement vulnérables. Nina était devenue une avocate renommée, spécialisée dans les droits de l'homme, notamment dans les affaires de discrimination raciale. « Thomas », dit Ellie en lui tendant la main avec un sourire mêlé de gratitude et d'admiration. « Nous savions que nous nous reverrions un jour. »« Tu as grandi », répondit Thomas, ému, « et tu es devenu exactement ce que je savais que tu deviendrais. » Nina ouvrit un dossier et montra des coupures de presse, des articles en ligne et des rapports sur l'affaire Manning. « Nous l'avons tous suivi. Quand nous avons vu votre nom dans les journaux, nous avons immédiatement su qui vous étiez. L'homme qui nous nourrissait quand nous étions enfants est devenu celui qui a renversé un empire fondé sur les préjugés, ajouta-t-elle. Ce n'est pas une coïncidence. » Ils ont discuté pendant des heures. Ellie a expliqué comment il avait bâti son réseau de restaurants en gardant toujours à l'esprit les leçons que Thomas lui avait enseignées sur la dignité et la protection des plus vulnérables. Nina a expliqué que chaque cas qu'elle a gagné au tribunal était un hommage à l'homme qui lui a montré que la gentillesse et la stratégie pouvaient aller de pair. « Tu sais que nous avons toujours conservé le dessin que nous avons fait pour toi, » dit Nina en sortant de son sac un morceau de papier jauni et soigneusement conservé. C'était la même image. Au milieu de la tempête, protégeant 2 enfants, désormais encadrés avec amour et respect. Thomas les serra dans ses bras, sentant qu'un cercle s'était parfaitement fermé. « Tu sais que j'ai fait ça pour toi aussi, n'est-ce pas? Chaque document que j'ai photographié, chaque enregistrement que j'ai fait, c'était pour les enfants qui, autrement, pourraient vivre ce que tu as vécu. » Nina sortit un autre document du dossier. « En fait, nous sommes venus ici avec une proposition. Nous voulons créer une fondation ensemble. Des programmes qui identifient les enfants à risque et les orientent vers de réelles opportunités de développement, ainsi que des restaurants qui servent de centres de formation professionnelle. » Ajouta-t-elle. Des endroits où des gens comme nous, et comme vous autrefois, pourraient trouver non seulement du travail mais aussi de la dignité. Nous avons des investisseurs intéressés. Le soutien du gouvernement et un réseau d'entrepreneurs prêts à participer, a poursuivi Nina.
Mais nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne que la justice sociale n'est pas qu'une question de discours, mais d'actions concrètes et stratégiques. Cet après-midi-là. Tandis que tous trois planifiaient l'avenir de la fondation, Thomas regardait par la fenêtre de son bureau. En contrebas, la ville avançait à son rythme habituel, peuplée de gens en difficulté. Rêvant, confrontés à leurs propres injustices. Manning était encore quelque part dans la ville. Probablement en train de ruminer sa défaite et d'essayer de comprendre comment il avait pu être battu par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur. Mais Thomas ne ressentait plus de colère. Seulement une satisfaction sereine d'avoir prouvé que l'intelligence, la patience et l'intégrité triomphent toujours de l'arrogance et des préjugés. 2 ans plus tard, la Fondation Santo Selinina est devenue une référence nationale dans la lutte contre la discrimination et pour l'inclusion sociale. Plus de 500 enfants ont déjà bénéficié de programmes éducatifs. 2000 familles ont reçu une assistance juridique gratuite et de nouvelles écoles-restaurants ont été créées dans différents États.